Bienvenue dans les rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leurs recherches et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode des rencontres audio d'implication philosophique. Je m'appelle Mark Gutzmann et suis le rédacteur en chef de la revue Implication philosophique. Aujourd'hui, je reçois Donna Young, jeune chercheuse et docteure de l'Université Paris 1. Elle vient de terminer une thèse en esthétique qu'elle a rédigée sous la direction de Jacinto Laguera. Dans cette thèse, Donna s'intéresse à la façon dont la neuroesthétique peut entrer en dialogue interdisciplinaire avec la sociologie, l'histoire des arts, la philosophie de l'art et bien sûr l'esthétique. Il y a quelques années de cela, elle a co-dirigé un dossier avec Bruno Trentini que vous pourrez retrouver sur notre site internet si vous le souhaitez. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je discute de son parcours de jeune chercheuse et des premiers résultats plus que fructueux de ses recherches. Très bonne écoute à vous. Bonjour Donna. Bonjour. Alors avant de commencer à discuter de votre thèse, il me semble normal de vous féliciter puisque je crois avoir compris que vous venez de la soutenir tout récemment. Oui, tout à fait, je vous remercie. Alors il s'agit d'une thèse qui est intitulée Pour une neuroesthétique dynamique et réflexive, repenser la neuroesthétique dans une interdisciplinarité avec la sociologie et l'esthétique. Donc avant de discuter de ce titre très prometteur et de ce qu'il implique, j'aurais voulu avoir votre retour tout simplement sur le fait d'avoir soutenu tout récemment, d'avoir conclu ces années de recherche. Comment vous vous sentez en fait ? Effectivement, j'ai soutenu il y a un mois qui est une thèse qui était le fruit de 7 années de travail de recherche et d'écriture. Donc tout d'abord, c'est très réjouissant effectivement d'avoir d'avoir pu concrétiser en fait ce travail et d'avoir pu avoir quelque chose de terminé, de soutenu et de validé en fait par l'institution. Et comment on se sent juste après ? Alors il y a un petit moment où on se rend pas très bien compte de ce qui vient de se passer. Ça m'a mis un petit mois avant de me rendre compte que j'étais docteur et que effectivement ce travail-là était à la fois terminé et à la fois tout juste en train de se commencer finalement. Dans quel sens vous le commencez tout juste ? C'est étrange puisque vous venez de terminer. Tout à fait. Alors en fait, le travail de recherche, le travail de thèse surtout et peut-être surtout un départ de la carrière du jeune chercheur et c'est sur cela qu'on va construire beaucoup de choses. La thèse va être un point de départ pour les recherches qui vont être menées ensuite par le chercheur et il y a beaucoup de choses que j'ai abordées dans ma thèse, mais une thèse ça reste 300, 400 pages et il y a beaucoup d'éléments en fait qui méritent d'être développés et aussi surtout moi j'ai travaillé sur les neurosciences et sur des travaux en neurosciences, en neuroesthétique d'un point de vue épistémologique. Et donc, moi, ce qui me manque là à présent, et ce sur quoi j'aimerais travailler dans les années à venir, qui n'était pas possible dans le travail de thèse pour plusieurs raisons qu'on pourra développer par la suite, c'est le travail empirique, c'est le travail avec des chercheurs en neuroesthétique notamment. Et j'espère que cette thèse serait aussi le point de départ de cette recherche-là et de cette collaboration. D'accord, oui, non, c'est intéressant en effet. Je pense qu'il faudra qu'on en discute tout à l'heure, mais avant, il va nous falloir comprendre ce qu'est donc cette neuroesthétique et quel est le rapport de vos recherches aux neurosciences. Donc, est-ce que vous pourriez tenter de nous expliquer en quelques mots ce qu'est la neuroesthétique ? C'est un terme qui est un peu étrange, hein, puisqu'il semble juxtaposer deux choses qui, pour beaucoup, je pense, n'ont rien à voir. Alors effectivement, ça juxtapose neurosciences, donc neuro pour neurosciences, et
esthétique pour esthétique, donc l'étude du sentiment esthétique qui peut être ou non lié à l'art. Et donc cette neuroesthétique, donc ce sont des chercheurs en neurosciences qui ont décidé à un moment de leur carrière de s'intéresser à l'art et de différentes façons. Alors soit on a des chercheurs qui font des expériences sur des sujets, par exemple dans un IRM, en leur montrant un objet, par exemple qu'ils pourraient trouver beau ou laid, et voir ce qu'il se passe à l'intérieur de leur cerveau devant cet objet. En gros, comment est-ce que l'on voit l'expérience esthétique dans le cerveau, quelles zones s'activent, et de l'autre côté, on a des chercheurs qui vont utiliser les recherches déjà faites en neurosciences pour induire, par exemple, des lois qui pourraient se retrouver en esthétique, des lois de l'esthétique, qui pourraient être également des généralités ou des universalisations de nos préférences et d'essayer de comprendre s'il y en a et si oui, pourquoi. Si les chercheurs en neuroesthétique tentent de trouver des déterminismes biologiques à nos préférences, ils sont eux-mêmes socialement déterminés dans leur appréciation de l'art. La perspective structuraliste-constructiviste permet d'historiciser le naturalisé, de légitimer la sociologie comme discipline pleinement scientifique et de comprendre pourquoi il pouvait y avoir une impression de naturalité des phénomènes sociaux. J'ai ainsi postulé l'intérêt de la mise en place d'une interdisciplinarité entre esthétique, sociologie et neurosciences. Les trois disciplines font partie des grands groupes disciplinaires des humanités, sciences sociales et sciences naturelles, qui pourraient être incommensurables entre elles par la dichotomie nature-culture. J'ai proposé de résoudre cette dichotomie par la considération dans le phénomène art, tout autant les déterminismes biologiques et évolutionnaires que les déterminismes sociaux et historiques nécessaires à la construction de la structure structurante des agents sociaux et structurés par eux. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de loi dont vous parlez là, de loi, parce que c'est presque perturbant quand on parle d'esthétique d'envisager qu'il existe des lois presque universelles du beau, en fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est énormément présent dans l'histoire de l'art, finalement, parce que ces lois, ces normes, elles sont présentes, elles traversent la période académique, elles traversent une partie, notamment de l'art classique, de la Renaissance, également à la période antique. On a une forme d'idée que le beau pourrait être universel, que le travail de l'artiste pourrait avoir une portée universelle dans le sentiment que le travail procure, et notamment avec la recherche du beau. Donc c'est quelque chose qui est très présent en histoire de l'art, et donc ces neuroscientifiques ont repris comme idée, et en essayant de trouver, par exemple, des lois de la symétrie. Et c'est un exemple qu'on retrouve dans l'histoire de l'art. Et donc les œuvres qui seraient les plus belles seraient les œuvres qui seraient, par exemple, qui incluraient de la symétrie. Et donc finalement c'est un exemple parmi d'autres, et on a d'autres types de lois, et en fait on essaye de voir si oui ou non il existe des lois universelles, quelles sont-elles, qu'est-ce qu'elles impliquent. D'accord. Et par exemple, si vous deviez choisir une œuvre qui aurait quelque chose d'universellement beau selon la neuroesthétique, qu'est-ce qu'elle serait ? Alors c'est très difficile de répondre à cette question sans prendre déjà parti, parce que effectivement, étant donné que ce que j'ai proposé, ce serait une critique de cette vision de la neuroesthétique. Et donc justement de remettre en question l'idée que la neuroesthétique va partir des chefs-d'œuvre, notamment de l'art occidental, et va en inférer ensuite des lois. Alors par exemple, on a des artistes de la Renaissance ou de la période académique qui vont être pris en exemple en fait par ces neuroscientifiques. On pense par exemple à Piero della Francesca, à De Vinci, à Michel-Ange, etc. Et en fait, on part d'œuvres qui sont déjà légitimées par l'histoire de l'art, par des contingences historiques, par des contingences sociales,
Et donc déjà, il y a un problème dans cette manière d'aborder l'art, dans cette manière d'aborder la question, en fait, d'une catégorie esthétique qui est elle-même déjà située dans le temps, qui est celle de la beauté. Et est-ce que ce problème, en fait, corrigez-moi si je me trompe pas, mais est-ce qu'il serait pas une forme de circularité, en fait, puisqu'on choisit ce que vous désignez, en fait, comme problème serait pas une forme de circularité, puisqu'en fait, on choisit des œuvres qui sont déjà connues, intégrées dans une culture classique et qui sont considérées comme belles un peu partout. Surtout, tout le monde considère qu'on doit les percevoir comme belles. Est-ce que c'est ça le problème qui vous intéresse? C'est l'un des problèmes. C'est l'un D'accord. des problèmes. Le choix des œuvres, c'est l'un des problèmes, tout comme le choix des sujets, des expérimentations, notamment, on a des étudiants qui vont venir d'universités occidentales, de certaines filières en particulier, sur lesquelles les expérimentations vont être faites. On a également la question des outils qui sont utilisés, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde une œuvre, dans le cadre de ces expérimentations, on est dans un IRM fonctionnel, donc on est dans une machine, on ne peut pas bouger, tandis que l'expérience esthétique se fait généralement dans un autre cadre qui est soit celui du musée pour l'expérience artistique, soit celui d'autres lieux pour l'expérience esthétique en général. Et donc en fait tout cela, tous les phénomènes, les outils, les sujets, les objets des expériments qu'on utilise dans les expérimentations sont déjà problématiques et déjà posent la question finalement, euh, notamment des déterminismes sociaux, culturels, historiques, etc. Donc ça nous renvoie, en fait, je pense à ce que vous disiez tout à l'heure, que votre thèse, en fait, représentait une exploration principalement épistémologique, en fait. C'est vraiment la méthode de ces scientifiques qui vous intéresse. Oui, tout à fait. C'est quelles sont leurs prémices de départ, quelles sont leurs prémices, quelles sont leurs hypothèses, mais aussi de cela vont découler certains résultats qui sont finalement déjà déterminés par les prémices. Mais ça, c'est quelque chose qui est énormément étudié en sociologie des sciences et en philosophie des sciences. Comment en fait les hypothèses et les prémices de départ vont déterminer en fait ce dont on parle. Oui, je vois très bien. Et donc, votre titre de thèse inclut repenser la neuroesthétique dans une interdisciplinarité avec la sociologie et l'esthétique. Donc, pourquoi la sociologie? Pourquoi l'esthétique? Et qu'est-ce que ces deux domaines, en fait, apportent, puisque j'imagine que vous voulez apporter quelque chose aux neurosciences. Alors d'une part l'esthétique parce que on parle de neuroesthétique, donc l'esthétique fait partie du terme neuroesthétique finalement. Donc ce serait déjà dans un premier temps redonner la place à cette esthétique. C'est-à-dire que on est face à des scientifiques et ça a souvent été le cas dans l'histoire des sciences où on a des sciences naturelles qui vont s'intéresser et c'est très bien à des sujets qui ont été étudiés par les sciences sociales ou par les humanités depuis alors on peut dire de plusieurs dizaines d'années à plusieurs siècles. Et en fait, on va avoir des sciences naturelles qui vont considérer que, étant donné qu'elles ont de nouveaux outils pour explorer ces phénomènes sociaux, pourront dire quelque chose de plus ou de mieux au sujet de ces phénomènes. Or, on est face finalement à des scientifiques, à des neuroscientifiques qui n'auront pas nécessairement pris le temps de lire les travaux dans les autres disciplines. Et donc, une discipline qui s'intitule neuroesthétique et qui ne s'appuie pas sur cette esthétique de laquelle elle parle, cela est déjà relativement problématique. D'autre part, la sociologie me permet de resituer, de recontextualiser. J'ai parlé de déterminisme tout à l'heure et effectivement, en fait, cette sociologie recontextualise ces déterminismes sociaux, notamment des sujets sur lesquels sont faites les expérimentations, des objets qui sont des œuvres d'art qui font partie de l'art légitimé, qui déjà ont une certaine position en fait dans notre société.
ont un certain rôle finalement. Et donc en fait la sociologie viendra comme un contrepoint finalement à cette et notamment la sociologie de l'art et la sociologie des sciences viendra en contrepoint à cette forme de neuroesthétique que j'étudie. Donc c'est la neuroesthétique qui va s'intéresser à la catégorie esthétique du beau et donc va recontextualiser tout ça. Donc en fait on a ces deux apports là. D'une part l'esthétique qui va permettre de rappeler que par exemple la catégorie esthétique du beau est historiquement située, qu'elle dépend d'un certain contexte et d'une certaine forme d'art. D'ailleurs, l'esthétique elle-même naît à un moment où en fait l'art, le beau et l'esthétique, de manière totalement contingente, vont se réunir. Et de l'autre côté, la sociologie qui va permettre de pondérer finalement des déterminismes biologiques et évolutionnaires qui sont traités par les neurosciences et qui sont développés et défendus en fait par les neurosciences et qui sont ensuite remises que l'on pondère avec des déterminismes sociaux, historiques, culturels, et qui permettent aussi de resituer les œuvres, les sujets, etc. D'accord. Alors justement, comme vous parlez beaucoup du terme de déterminisme, j'aimerais vraiment vous interroger sur ça. Quel est le point de vue de votre thèse sur le déterminisme? Quel est ou quels sont les déterminismes en fait que vous souhaitez soit souligner, soit remettre en cause en fait? Alors la question des déterminismes, elle est très importante à la fois en biologie et en sociologie. Donc dans les sciences naturelles et dans les sciences sociales, elles ont ils vont avoir différents rôles et différents impacts en fait sur la recherche. Donc d'un côté, on a les déterminismes biologiques et évolutionnaires, donc dont je parlais tout à l'heure, et par exemple qui vont être liés en fait à l'évolution de l'espèce humaine et où on va défendre l'idée que nos préférences et notre appréciation de l'art va être liée à des déterminismes évolutionnaires et biologiques. Et donc de l'autre côté, on a des déterminismes sociaux qui sont étudiés par les sciences sociales notamment, et en fait qui ne viennent pas nécessairement s'opposer à ces déterminismes évolutionnaires et biologiques. En partie, mais pas totalement. Et en fait, je pense que ce qui serait intéressant à étudier, c'est justement comment en fait notre appréciation de l'art dépend non pas seulement de certains déterminismes, mais justement d'un faisceau de déterminismes. Peut-être que les déterminismes qui sont dus à notre passé biologique, à notre passé évolutionnaire, viendraient finalement en écho ou en viendraient peut-être s'ajouter à des déterminismes sociaux. Mais pas nécessairement. Et c'est justement pour ça que ce serait intéressant à étudier, parce que peut-être que certains déterminismes sociaux viendront prendre le pas sur des déterminismes biologiques. Et en fait, c'est ça, je pense, qui serait intéressant à continuer en fait à étudier comment en fait cette dichotomie nature-culture, elle n'a peut-être pas lieu d'être comme elle est considérée en fait jusqu'à présent à la fois dans les différentes sciences, mais aussi d'un point de vue épistémologique. Et peut-être que ce serait à repenser en fait cette dichotomie. La communication interdisciplinaire se distingue de la biologisation d'une science sociale au profit d'une science naturelle. Considérer que les déterminismes socioculturels existent ne revient pas à renier les déterminismes biologiques. Tout au contraire, il est tout à fait envisageable de considérer un faisceau de déterminismes pour comprendre la construction des préférences individuelles déterminées dans les structures sociales structurantes des individus et structurées par l'ensemble des individus. Quelle est votre position donc sur le réductionnisme en fait dont on accuse très souvent les neurosciences et j'imagine que dans votre parcours, dans votre parcours de recherche, vous avez en fait rencontré cette question. Donc quelle
quel est en fait le problème? Est-ce qu'il y a vraiment un problème de réductionnisme dans la neuroesthétique? Et est-ce que vous-même, vous avez une opinion particulière à ce sujet-là? Alors oui, tout à fait, il y a une forme de réductionnisme dans cette dans cette prise de position. À partir du moment où en fait on a une neuroscience qui crée un nouveau champ qui serait une neuroesthétique ou une neurosociologie ou une neurophilosophie, on a nécessairement en fait nécessairement, on constate une prise de position effectivement réductionniste, c'est-à-dire que en fait cette neuroscience, comme je l'évoquais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire elle viendra comme prendre le pas sur une science sociale ou une humanité qui sera déjà présente et qui aura déjà entamé un programme de recherche plus ou moins développé. Et en fait, ce que l'on constate donc dans ce réductionnisme, c'est finalement presque une alors moi j'ai appelé ça dans ma thèse une velléité impérialiste, c'est-à-dire en fait cette discipline va réellement défendre l'idée que sans pan neuronal, l'esthétique finalement serait dépassée. Car ce à quoi de nombreux chercheurs en sciences humaines et sociales s'opposent n'est pas la recherche sur le fonctionnement biochimique du cerveau et les découvertes qu'elle ne cesse de produire, mais l'hégémonie que le cognitivisme tente à imposer à leurs domaines respectifs en avançant des arguments fondés sur un réductionnisme fervent, même s'il se présente sous des traits plus amènes aujourd'hui. En fait, dans cette prise de position dualiste, dans cette prise de position réductionniste, on a une défense finalement et une remise en question de ce que les neuroscientifiques considèrent comme un dualisme dans les sciences sociales et les humanités. Or, de deux choses l'une, déjà ce dualisme dans les sciences sociales et les humanités n'a plus forcément lieu aujourd'hui. Et d'autre part, en fait, ce serait finalement remettre une nouvelle forme de dualisme, celle que Descola nomme comme cette dualité nature-culture, alors que finalement peut-être que cette dualité, qui est une nouvelle dualité, qui est la dualité des sciences contemporaines, n'aurait pas lieu d'être, et en fait peut-être qu'on pourrait repenser cette dualité en défendant le fait que nature-culture, c'est finalement les deux revers de la même médaille. Oui, je comprends parfaitement. Et ça nous amène, en fait, je pense, à ce que vous souhaitez faire dans votre thèse, puisque vous parlez d'interdisciplinarité, en fait, entre la neuroesthétique, la sociologie et l'esthétique. Donc, si je comprends bien, ce que vous faites, c'est pas, en fait, une critique toute simple. Vous n'êtes pas juste en train d'accuser de réductionnisme la neuroesthétique et les neurosciences. Au contraire, il semblerait, comme vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, que vous souhaitiez plutôt travailler en fait avec ces scientifiques. Alors ça m'amène d'abord à vous demander comment vous envisagez ce travail et quel est en fait, puisque votre titre de thèse annonce repenser la neuroesthétique dans une interdisciplinarité, donc quelle est la vision de l'interdisciplinarité que propose votre thèse? Alors cette vision de l'interdisciplinarité, qui constitue en fait la proposition de mon dernier chapitre de thèse, ce serait l'idée de réellement faire dialoguer et communiquer les chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, l'interdisciplinarité, elle va être pensée sous deux formes. Soit on a une intégration de recherches neuroscientifiques dans les travaux en sociologie ou en philosophie. Ça, c'est une première forme d'interdisciplinarité. Soit on a une autre forme d'interdisciplinarité qui serait effectivement une forme de réductionnisme. Et en fait, moi, il me semble qu'il y a une troisième forme d'interdisciplinarité, celle que j'essaye de défendre, qui est une véritable communication, un dialogue entre les disciplines. C'est-à-dire que l'on n'est pas en train de simplement utiliser ou d'intégrer les recherches
des autres disciplines. On n'est pas simplement en train d'utiliser les termes d'une autre discipline, mais on est réellement en train d'essayer d'établir des ponts en fait de dialogue. Et là, on peut vraiment se rendre compte s'il y a une commensurabilité entre les disciplines, si on parle même des mêmes objets. Et donc, il me semble que l'épistémologue, à ce moment-là, est essentiel, parce que c'est justement le travail de l'épistémologue de se rendre compte, en fait, de cette commensurabilité ou cette incommensurabilité entre les disciplines, entre les termes qui vont être utilisés, entre les concepts, et de justement pouvoir faire travailler cette interdisciplinarité. Donc voilà, la proposition que je fais, et qui, il me semble, peut être applicable à d'autres disciplines, hormis la neuroesthétique, c'est de tenter une véritable communication. Et donc vous avez beaucoup parlé de concepts, de termes, et je pense que c'est vraiment en effet quelque chose d'essentiel, puisque on se rend compte en fait lorsqu'on pratique un minimum d'interdisciplinarité que tous les termes qu'on utilise, même si en fait ils sont théoriquement les mêmes, en fait recouvrent des significations très très différentes entre les disciplines. Hein. Et est-ce que vous avez par exemple une illustration en fait pour le type de concept, de terme ou d'approche en fait qui vous ont paru particulièrement divergentes, alors qu'à l'origine le concept ou le terme ou l'approche prétendait être la même? On pourrait par exemple penser au concept de beau, qui est un concept esthétique qui a son sens et sur lequel de nombreux philosophes ou esthéticiens ont travaillé. On a la définition commune de la beauté, et on a la conception qui se retrouve dans les écrits des neuroscientifiques, et qui va être une conception qui va être énormément appuyée sur notamment le concept de plaisir. Et donc déjà, on a une forme de distinction finalement entre la manière dont ce concept est travaillé philosophiquement, entre la manière dont il est considéré par les sujets auxquels on pose la question de la beauté devant les objets qu'ils regardent, et la conception des neuroesthéticiens, qui par ailleurs reprennent dans leurs prémices des textes de Kant, par exemple. Et il semble que non seulement la reprise des textes de Kant pour des expérimentations en neurosciences aujourd'hui soit relativement critiquable, dans le sens où il semble que les concepts et les notions qu'il apporte ne sont pas nécessairement applicables, par exemple, à l'art contemporain. Peut-être également l'idée que la conception kantienne est également historiquement située. Alors Pierre Bourdieu nous l'a bien montré dans la distinction notamment sur comment en fait cette notion de la beauté kantienne est socialement en fait construite aussi. Et finalement, on a aussi la construction sociale de cette notion de beauté qui va encore s'éloigner finalement du concept philosophique, et on a ensuite la conception des neuroesthéticiens qui, en reprenant finalement d'un côté la définition finalement commune de cette beauté, tout en s'appuyant sur des écrits de philosophes du XVIIIe siècle, du XIXe parfois, vont en quelque sorte déformer finalement leur théorie et leur construction théorique pour ne laisser place que à une question ou à une reformulation de leur question, ou qui finalement ne va pas être en fait, qui n'aura pas le même sens que celui qui sera donné par ce philosophe. C'est pour cela qu'il me semble essentiel, notamment, que les esthéticiens d'aujourd'hui, qui travaillent avec ces neuroscientifiques, et inversement, que ces neuroscientifiques travaillent avec ces esthéticiens, afin de justement réactualiser peut-être ces concepts, afin de pouvoir aussi avoir une lecture peut-être plus pertinente des textes philosophiques sur la question de la beauté, et aussi
comment en fait cette notion de la beauté en tant que construction sociale va être considérée par les individus, et là nécessairement on aura besoin du sociologue. Oui, je vois. Et en fait, ce que vous décrivez, c'est vraiment quelque chose de dynamique, hein. J'imagine que c'est la raison pour laquelle c'est présent dans le titre de votre thèse, puisque ce que vous semblez faire, c'est pas nécessairement juste arriver avec le vocabulaire et l'histoire des idées philosophiques pour venir critiquer en fait les neurosciences, mais c'est vraiment prendre en compte le fait que les neurosciences utilisent même la philosophie, qu'elles sont pas ignorantes en fait, parce que parfois le philosophe est un peu condescendant avec les sciences, les autres sciences sociales et les sciences physiques et naturelles. Mais en fait, ce que vous faites, vous, c'est dire, voilà, il y a une utilisation de la philosophie, mais même cette utilisation-là, elle peut être remise en cause, approfondie, et en fait, j'ai l'impression vraiment qu'il y a vraiment un retour, et en effet réflexif, hein, ça c'est l'autre terme de votre thèse, sur ces concepts, ces idées qui sont utilisées par toutes ces disciplines. Et quelque chose d'autre qui m'intéresse, c'est le fait qu'on ait discuté de beauté. Et il me semble, dans nos discussions précédentes, hein, j'avais cru comprendre que vous êtes particulièrement intéressé par l'art contemporain, en fait. Art qui ne fait pas forcément une place très importante à cette idée, en fait, de beauté. Et donc, comment vous situez par rapport à ça ? Est-ce que l'art contemporain, par exemple, pourrait être considéré comme de l'art selon les neuroesthéticiens ? Alors pour répondre à cette question, je vais revenir sur la question effectivement du dynamisme. Effectivement, dans cette remise en question de la neuroesthétique, c'est une neuroesthétique dynamique et réflexive que je propose, parce que d'un côté, on a effectivement ce dynamisme communicationnel entre les disciplines, qui, je le pense, doit être permanente. Donc en cela, il y a une dynamique dans cette interdisciplinarité. Et de l'autre côté, on a également une société qui est toujours en changement. Les classes sociales sont dynamiques, la société elle-même, en fait, les structures qui nous structurent sont aussi structurées par les individus. Donc cette restructuration permanente de la société, elle est active, elle est dynamique, elle est toujours en train de se faire. Et donc il me semble que pour étudier un phénomène social, il faut considérer ce dynamisme. La réflexivité, d'autre part, vous en avez parlé, effectivement, cela est le deuxième pan du titre de la thèse. La réflexivité, c'est-à-dire se penser en tant que sujet social dans cette société toujours en mouvement, se penser en tant que chercheur, avec ses centres d'intérêt, ses points d'intérêt, ses points d'accroche aussi dans ses recherches. Et en fait se penser au sein en fait de sa discipline et au sein de la science en train de se faire, cette science dynamique toujours. Et effectivement, l'art contemporain vient jouer toute sa place dans ce dynamisme réflexif, parce que l'art contemporain est un art, donc on le situe son début dans les années 1960, et finalement cet art contemporain non seulement remet en question certaines catégories esthétiques que l'art moderne avait déjà commencé à remettre en question par ailleurs, mais l'art contemporain remet en question des médiums, remet en question des catégories esthétiques, et donc en fait on a une forme de dynamisme de l'art. Alors la beauté fait partie... Alors, est-ce que la beauté ne fait plus partie de l'art contemporain ? Alors ça, c'est une véritable question, c'est-à-dire que la beauté a été remise en question par les avant-gardes de l'art moderne, avec justement l'idée défendue qui était des idées sociales et politiques, et que l'art devait être politique pour reprendre les termes de Ai Weiwei finalement, qui est un artiste contemporain. Et en fait, on a un art contemporain qui est toujours en mouvement, qui est toujours dans la recherche de nouvelles catégories, ou peut-être l'absence de catégories. Et donc, il semble que effectivement, cet art contemporain ne répond pas, aux recherches qui sont menées par cette neuroesthétique-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
comme tout sujet de thèse, j'ai resserré à une partie de la neuroesthétique. La neuroesthétique reste un champ qui est relativement vaste et avec de nombreux chercheurs. Moi, j'ai resserré sur cette neuroesthétique qui s'intéresse à la catégorie esthétique de la beauté. Et donc cette neuroesthétique-là ne fonctionne pas finalement avec l'art contemporain, ou très difficilement, ou peut-être avec une partie de l'art contemporain, mais en fait finalement on a presque un point de vue normatif sur qu'est-ce que devrait être l'art, qu'est-ce qu'est l'art, et effectivement cette question revient, est-ce que l'art contemporain est vraiment de l'art pour ces chercheurs-là? D'accord, oui, merci pour cette réponse. Et ce que vous venez d'évoquer, ça m'amène à une question importante qui est peut-être un peu plus personnelle, qui traite davantage de la question du rapport, en fait, du jeune chercheur, de la jeune chercheuse, du doctorant, de la doctorante à son activité de recherche, en fait. Comment, en fait, vous avez vécu, vous, d'être une jeune chercheuse, une doctorante en philosophie, donc dans une discipline extérieure? Comment vous avez vécu le fait de venir lire, discuter, critiquer en fait des scientifiques qui peut-être en fait ont pas vraiment envie de vous entendre en fait, puisqu'il n'est pas certain que votre voix les intéresse. Donc comment vous avez vécu établi ce dialogue à travers vos propres recherches et peut-être même personnellement avec ces chercheurs? Alors c'est vrai que quand on travaille sur un tel sujet, c'est toujours c'est complexe parce que effectivement en tant que jeune chercheur, on va étudier des textes qui vont être écrits par des scientifiques qui auront été légitimés dans leur champ de recherche et on est nécessairement dans une position assez complexe parce que d'un côté on essaye de défendre une position tout en restant dans une forme de neutralité et c'est peut-être cette forme de neutralité qui permettrait d'établir une communication. Et alors c'est toujours assez difficile parce que d'un côté on a nécessairement une prise de position, mais ces scientifiques-là aussi en ont une. Ce serait un mythe de croire en une objectivité finalement de cette recherche. Et, et donc finalement on se retrouve à communiquer, à tenter de communiquer à travers des rencontres, des colloques avec ces chercheurs-là. Et effectivement, c'est une véritable question. Est-ce que le doctorant, le jeune chercheur, sera entendu par ces scientifiques si ce n'est voilà dans alors ils ont effectivement des doctorants par exemple, mais ces doctorants vont travailler sur dans leur lignée finalement. Et donc lorsque l'on prend une prise de position qui est une critique, même si cette critique est réflexive, on aura toujours une forme de peut-être de quel serait le terme? On aurait toujours la question de la légitimité en fait qui revient sans cesse. Et en même temps, à travers les lectures qu'on fait, on se rend compte aussi que finalement cette mésentente entre les disciplines, elle est aussi due à la structure scientifique elle-même. Et donc, on se retrouve finalement. Alors moi, je me suis retrouvée à un colloque où j'avais préparé donc mon intervention. Donc c'était à Amsterdam, à l'université d'Amsterdam, et il s'est retrouvé que l'un des neuroscientifiques que j'étudie dans ma thèse était dans le public. Et donc à ce moment-là, Et c'est je vrai peux qu'on... vous interrompre? Est-ce que vous le Oui. saviez à l'origine? Alors je savais qu'il serait à ce colloque, mais sincèrement, je ne pensais pas qu'il viendrait à cette session-là. Voilà. Et vous en êtes rendu compte pendant ou après? Juste avant de D'accord, commencer. ok, d'accord. Allez-y du coup, comment vous avez vécu ça? Et donc voilà, donc j'avais préparé cette intervention, les slides étaient déjà faites, donc on peut pas entre guillemets revenir en arrière. Et finalement, on se retrouve à porter une critique. Et donc c'était mon premier colloque international. On se retrouve à porter une critique
sur le travail de ce chercheur. Et donc, on se retrouve nécessairement dans une position assez étrange, qui est en fait est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on est légitime pour avancer ce qu'on avance? Il s'avère que le chercheur en question a très bien réagi à ces critiques qu'il connaissait par ailleurs et qu'il a lui-même plus récemment reprises. Et il y avait tout de même cette question qui est revenue, est-ce que je faisais moi-même des expérimentations? Et ça, c'est toujours la question qui revient lorsqu'on fait de la philosophie des sciences. Est-ce que nous-mêmes, on fait des expérimentations et quelle légitimité avons-nous de parler de ces expérimentations si nous-mêmes, nous ne faisons que, entre guillemets, de l'épistémologie et donc que l'on a et donc un point de vue holistique en fait sur cette recherche. Et quelle a été votre réponse alors à cette remarque? J'ai envie de répondre, j'ai envie de reprendre les termes de Searle, de John Searle, qui écrivait que le philosophe des sciences n'est pas là pour expérimenter, mais est là pour porter le problème à l'expérimentation. Et c'est ça finalement. Dans cette position épistémologique, en fait, le rôle de l'épistémologue, ça reste justement de décortiquer les hypothèses, de décortiquer les discussions, de décortiquer les résultats qui sont réalisés et qui sont proposés par les scientifiques. Et est-ce que cette citation de Searle a conclu le débat ou en votre faveur? Je suis pas certaine que qu'on puisse conclure un débat avec une citation. Je pense que le débat est beaucoup plus profond justement, et c'est ça qui le rend c'est ça qui le rend intéressant. Mais du coup, comme vous l'aviez évoqué au début, vous envisagez maintenant aussi de participer en fait à ces expérimentations. Tout à fait, mais j'aimerais garder cette position de l'épistémologue tout de même. J'aimerais garder, même si je rentre dans un laboratoire, j'aimerais pouvoir garder cette posture de l'épistémologue pour justement tenter d'établir une interdisciplinarité, une communication interdisciplinaire. Je vois, ça a l'air d'être un vaste programme. Je pense qu'on a du coup couvert beaucoup des aspects que je souhaitais discuter avec vous. Et je pense vous remercier au nom en mon nom propre et au nom de la revue Implication philosophique et de toutes les personnes qui nous écouteront pour avoir partagé avec nous ces recherches qui sont vraiment passionnantes. Et je rappelle que vous avez co-dirigé avec le philosophe Bruno Trentini, un dossier sur cette thématique qui est aujourd'hui toujours disponible sur le site de la revue Implication philosophique. Donc si nos auditeurs aujourd'hui souhaitent découvrir ou redécouvrir ce dossier, je vous y invite. C'est l'un des dossiers très personnellement que j'ai eu le plus de plaisir à superviser en tant que rédacteur en chef de la revue. Merci à vous, en tout cas Donna, Merci et bonne chance beaucoup. pour la suite.